qu'on explique bien les choses. Il y a eu un groupe écolo au Sénat. Absolument. Qui a disparu, faute de membres. Parce que pour créer un groupe, pour rester un groupe, il faut avoir un minimum. On est 10 à être élus il y a 6 ans. Okay. Mais le groupe ne se renforce pas 3 ans après, ça je pense qu'on a fait une erreur à ce moment-là. La moitié des membres du groupe ne se sont pas représentés. D'accord. Donc on repartait d'une base à 5 et on n'a jamais trouvé les 5 autres. J'ai passé un peu de temps dans les derniers jours, mais on est monté à 7, 8. 7, 8 et jamais plus. Donc vous êtes un écolo au sein du groupe RDSE et il vous accueille bien, vous avez des bisbilles entre vous sur le fond Non, c'est un groupe même, puisque j'ai compris que c'était une émission, on se disait les choses. On se dit les choses. C'est plus convivial que l'ancien groupe écolo. C'est bon à savoir, c'est une forme de reproche à vos anciens collègues. Non, mais parce comme il y a une plus grande diversité, finalement il y a plus de bienveillance, il y a moins de compétition entre des gens qui sont un peu sur les mêmes créneaux. Et donc on s'écoute, on n'est pas toujours d'accord. Tous mes camarades du groupe RDSE ne sont pas totalement des écolos, mais on arrive quand même à travailler ensemble. Et puis c'est un groupe fondé historiquement sur la liberté de ses membres. Donc je vote comme je veux, je dis ce que je veux, et souvent j'ai des soutiens de mes collègues RDSE sur des amendements que je n'aurais pas eu avant. À vous entendre, c'est presque une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de groupe écolo, on se sent plus libre au sein de RDSE. Non, c'est pas totalement une bonne nouvelle au sens où un groupe, c'est des moyens, ça structure la vie politique, les groupes politiques dans la vie parlementaire c'est important. Donc si on avait pu conserver une parole écolo structurée avec un groupe, on l'aurait fait. Donc, mais par rapport à la situation, le groupe RDSE est une bonne solution. Est-ce qu'on bloque le pays samedi pour protester contre la hausse des prix du carburant, Ronan Dantec? Comment vous traduisez le « on » ? On, parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on le lit. C'est on. On, le peuple, les Français, les gens qui payent à la pompe et qui payent trop cher selon eux, veulent bloquer le pays pour protester contre l'augmentation de la fiscalité, notamment en lien avec les sujets écologistes. Il y a plusieurs choses. D'abord, on bloque le pays. Si le on est très collectif, c'est on se bloque nous-mêmes. Ce qui pose question quand même. C'est-à-dire pourquoi se bloque-t-on soi-même ? Donc le on ne correspond pas à la totalité du pays. Donc ça veut bien dire qu'il y a une autre partie du pays qu'on veut bloquer. Il y a bien obligatoirement quelqu'un qu'on veut embêter, sinon ça n'a pas de sens. Moi, je suis attentif à cette colère. Je pense qu'il serait irresponsable de ne pas être attentif aux colères qui montent dans ce pays. Je la distingue de la fiscalité écologique, qui n'est que quelques centimes du prix du litre d'essence ou de gasoil, ça on le sait tous. Y compris l'État, c'est 35 milliards de recettes sur la fiscalité de l'essence. La contribution carbone-énergie ou climat-énergie que j'ai contribué à faire augmenter, c'est 8 milliards. Donc c'est qu'une petite partie. Mais que dit cette colère ? Que dit cette colère ? Moi, je crois qu'elle dit deux choses, on dirait même plus, mais au moins deux choses importantes. D'abord, effectivement, des petites classes moyennes qui ont ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire qui sont dans un système économique où ils se sentent de plus en plus contraints. Parce que les dépenses obligatoires, notamment le logement, ont beaucoup augmenté ces 20-30 dernières années. Et donc, il suffit que l'essence augmente pour qu'ils aient le sentiment d'être un peu coincés et de ne pas avoir d'argent finalement, notamment pour des loisirs non contraints. Donc ça, c'est le point probablement central. En gros, ce que vous dites, c'est baissons la charge du logement dans les budgets des foyers, de manière à ce que le pétrole soit moins un problème. Oui, et qu'on recrée de la mixité sociale. Donc moi, j'assume la fiscalité écolo. J'aurais du mal à ne pas l'assumer, puisque l'amendement qui a entraîné la trajectoire de hausse, c'est un amendement d'abord du Sénat que j'ai déposé, défendu avec le soutien de Ladislas Poniatowski et des Républicains. Donc c'est quand même. Donc c'est vous qui êtes à la base de cette fiscalité écologique. Si vous cherchez un responsable, j'en fais partie. Mais donc vous dites que ce ne sont que quelques centimes. C'est un message que vous voulez faire passer aussi aux. Et ce message-là, c'est une évidence. Enfin, tout le monde, il n'y a qu'à regarder. Tout le monde, je ne suis pas persuadé. C'est d'abord le prix du baril de pétrole, voilà. Ensuite, c'est la TVA. Donc, qui rentre dans le budget de l'État. Après, il y a des taxes, une partie vont aux régions. Et puis, il y a une petite partie, effectivement, qui est la fiscalité écologique qui s'est rajoutée. Donc, il faut un vrai dialogue sur les coûts sociaux liés à cette augmentation du prix du carburant. Il faut évidemment tenir un discours de vérité disant aux Français, c'est pas possible de continuer d'émettre du CO2 parce qu'y compris tous les efforts que vous faites, et la quasi-totalité des familles en France a une priorité qui sont ses enfants. Donc tous les efforts que vous faites
finalement, vont être ruinés par la crise climatique. Donc, il faut bien arrêter d'émettre du CO2. Donc, le contrat derrière, c'est de dire, vous allez sortir de véhicules extrêmement émetteurs, diesel ou essence, mais il faut vous accompagner. En ce sens, d'ailleurs, il m'arrive d'être critique sur ce gouvernement, je trouve que les dernières propositions pour accélérer finalement la mutation du parc, faites par Édouard Philippe ce matin, vont dans le bon sens. Il manque simplement, et c'est un point sur lequel je suis quand même extrêmement mobilisé, le fait qu'une partie de cette fiscalité écologique, dans notre esprit, et le Sénat a beaucoup voté en ce sens-là, doit aller vers les collectivités, vers les territoires, parce que l'offre de transport public notamment, elle est bien payée par les intercommunalités, par les régions, et que ça, dans le discours gouvernemental, cette partie-là, l'aide aux territoires, aux collectivités pour financer de l'offre alternative de transport public, de transport collectif, elle n'y est toujours pas. Comment se passent vos relations avec le groupe La République En Marche, dont le président François Patria est vétérinaire de profession lui aussi? Si on avait des relations particulières parce qu'on est vétérinaire de formation... Le lobby du VT, le lobby des vétos. Je rappelle que je n'ai pas exercé, qu'on a aussi Gérard Larcher, qui est président du Sénat, qui est vétérinaire, il y en a d'autres. Il y a toujours eu beaucoup de vétérinaires au Sénat. Donc si ça fonctionnait particulièrement, ça sous-entendrait qu'il y a un lobby. Et je pense que il faudrait... Non, on est d'abord sur des lignes politiques qui sont pas tout à fait les mêmes, même si, évidemment, tout le monde discute avec tout le monde. En fait, à 18 ans en France, on peut voter, on peut être élu maire, on peut être élu député, on peut être élu président de la République, mais pas sénateur. Oui, il faudrait le faire. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Bon, et ben voilà. La Blouse sur Twitter voulait votre position sur le glyphosate. Elle est connue, ma position sur le glyphosate. Vous soutenez le gouvernement qui veut l'interdire? Oui, j'ai été, comme vous l'avez dit, rapporteur de la loi Labbé. C'est un beau souvenir. On l'a passé à une voix. Une voix. Ça s'est vraiment joué à très très peu. On rappelle, c'est la loi qui interdit l'usage des pesticides en ville par les jardiniers amateurs sur l'espace public. Il se trouvait que moi, en tant qu'adjoint à Nantes, parce que la politique, c'est quand même une continuité. C'est ça qui est quand même important à comprendre. En tant que vice-président de Nantes Métropole et adjoint au maire de Nantes, j'avais moi-même interdit l'usage par nos services des pesticides à partir de 2002, et notamment du glyphosate. Donc, pouvoir 10 ans après passer dans la loi ce qu'on a fait soi-même sur le terrain, sur son territoire, il y a une continuité. Maintenant, effectivement, l'étape suivante, c'est la sortie du glyphosate. Autant pour des raisons de santé humaine, là il y a eu la condamnation aux États-Unis qui par effet domino a entraîné aussi la chute de l'action de Bayer. Je me demande bien pourquoi Bayer est allé acheter Monsanto, mais c'est leur problème. Et surtout, il y a une atteinte à l'environnement extrêmement importante. La baisse de biodiversité aujourd'hui dans ce pays, notamment de biodiversité banale, les passereaux, même le nombre de moineaux, la linotte mélodieuse, ce sont des oiseaux qui disparaissent, qui étaient des oiseaux extrêmement courants, et c'est l'agression chimique qui est la grande responsable de tout ça. Donc il faut absolument réduire fortement. Donc le gouvernement ne l'a pas mis dans la loi, mais continue de dire, Guillaume de Rugy ensemble, nous allons sortir en 3 ans du glyphosate, le président l'a redit aussi, donc j'ai tendance à penser qu'on va le faire. L'INRA dit d'ailleurs que dans 90-95% des cas, l'agriculteur n'a plus aujourd'hui besoin de glyphosate, donc je suis assez optimiste. C'est peut-être un point sur lequel, dans la famille écolo, je suis un peu l'optimiste de service quand même. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas si loin en France, si on réussit à sortir du glyphosate, des néonicotinoïdes, métamsodium interdit il y a quelques jours par l'ANSES, si cette agression chimique diminue fortement, et là, on a tapé quand même des produits extrêmement dangereux. Alors, il ne faudrait pas les remplacer par d'autres encore plus dangereux. Mais si on continue dans ce sens-là, on peut peut-être être sur des bases de reconquête de biodiversité. Sur votre engagement écolo, il y avait une question posée par Oscar sur Twitter qui me dit « Il est vétérinaire et écolo. Est-ce qu'il est végé ou vegan ?» Ni l'un ni l'autre. Ni végétarien ni vegan. Non. Alors, du coup, ça me rapporte à une deuxième question qui dit comment est-ce que vous conciliez votre engagement écologiste politique avec votre vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut être écolo et manger de la viande? Oui. 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 Alors, il ne faut pas abuser du bœuf argentin, quand même. Donc, quand vous êtes devant une carte de restaurant qui vous propose une pièce de bœuf argentin, vous dites non. Prenez plutôt de la volaille, qui a quand même une empreinte carbone moindre, même si derrière, il y a un peu, voire beaucoup de soja OGM, ce qui est un autre problème. Donc il faut manger moins de viande, c'est évident. Mais mais c'est une vraie question philosophique. Moi, j'assume totalement mes positions, y compris, là, j'ai organisé
un colloque sur les grands singes et le chimpanzé lui-même est omnivore. Donc il mange de la viande, il mange même généralement d'autres singes. Et je pense que moi j'assume, en tant qu'être vivant omnivore, de manger de la viande, ce qui n'empêche pas d'être extrêmement, et c'est une vraie question de société, d'être extrêmement aujourd'hui attentif au bien-être animal, conditions dans les abattoirs, où là on voit bien qu'il y a une montée d'exigence, qui est finalement une montée d'une forme d'humanisme.